C'était un matin tranquille à Ouagadougou. La chaleur montait lentement du bitume, comme si le temps retenait son souffle. À 10 heures, un communiqué du palais présidentiel brisa le silence. Le Burkina Faso portait plainte devant la Cour pénale internationale contre Donald J. Trump, accusé de préparer une intervention militaire illégale au Venezuela. Alors une question s'imposa. Qu'est-ce qui pousse Ibrahim Traoré à affronter l'Empire sans armée ni menace, armé seulement de droit? Quand un petit pays dit non, le monde entier doit écouter. Ce geste n'était pas un simple acte de défi. En intentant une action juridique contre la première puissance mondiale, Ibrahim Traoré redéfinissait la portée du courage politique, montrer qu'un État pauvre pouvait défendre sa souveraineté avec des lois plutôt qu'avec des armes. Le bénéfice était clair, prouver qu'en Afrique aussi la dignité peut parler en langage juridique clair et incontestable. Mais derrière la symbolique se jouait une bataille méthodique, celle de la vérité face à la peur, du texte face à la force. Chaque mot du dossier préparé à Ouagadougou portait un enjeu plus vaste que la plainte elle-même, ouvrir la voie à une justice décolonisée, à un nouvel équilibre où le Sud n'attendrait plus la permission du Nord pour nommer l'injustice. Et si la manœuvre échouait, elle laisserait au moins une trace indélébile. La preuve qu'un silence rompu peut devenir une arme. En 3 semaines seulement, tout avait basculé. 3 semaines durant lesquelles Ibrahim Traoré et son équipe savaient transformer un soupçon en dossier juridique complet. La mini-révélation était là. Les preuves provenaient de ce Massekeni. Promet de 5 sources croisées, images satellites, intercepteurs radio, manifestés maritimes, courriels internes et contrats financiers, toutes convergeant vers une même vérité. Une opération d'encerclement économique du Venezuela était en préparation. Pendant que la planète commentait les cours du lithium et les sommets technologiques de Dubaï, Ouagadougou observait, silencieuse, le mouvement discret de 5 navires américains franchissant les limites des eaux internationales. Aucun communiqué, aucune séance d'urgence à l'ONU. Pourtant, pour un homme qui connaissait chaque ligne des dépêches militaires du Sahel, cela ne relevait pas du hasard. Traoré savait reconnaître les signes avant-coureurs, les mêmes schémas qu'en Libye, au Mali ou au Niger. Une présence, puis une normalisation, une intervention, puis un silence. Ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas la puissance adverse, mais l'absence de réaction. Aucun dirigeant africain n'avait pris la parole, aucun bloc latino-américain n'avait protesté. La peur avait remplacé l'indignation. Alors, dans une salle étroite sous le palais présidentiel, il prononça une phrase devenue légendaire. Ce qu'ils font à l'un de nous dans le silence, ils le feront bientôt à tous. De là naquit la décision. Répondre par le droit, non par la colère. Créer un précédent qui transformerait la vulnérabilité en levier moral. Et dans le vacarme d'un monde saturé d'armes, le choix du silence légal devint sa déclaration de guerre. Derrière les murs sobres du ministère de la Justice, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré rassembla une poignée de juristes triés sur le volet. Une constitutionnaliste du Sénégal, un analyste en cybersécurité venu du Mali, 2 anciens rapporteurs des Nations Unies et un procureur argentin reconnu pour son intégrité. Tous savaient qu'il ne participait pas à qui et pas à un simple débat diplomatique, mais à une bataille de définition, celle de la souveraineté. Leur mission paraissait démesurée, bâtir un dossier capable de tenir tête au pouvoir symbolique des États-Unis. Dans la salle exiguë où les dossiers s'empilaient sur les tables, le réalisme dominait la ferveur. Chacun savait que l'issue probable n'était pas la victoire, mais la visibilité. Pourtant, il continuait, ligne après ligne, à relier les preuves, à traduire les données brutes en faits compréhensibles. Les premiers échos furent immédiats. Au sein des chancelleries africaines, certains diplomates commencèrent à évoquer l'audace du Sahel. Des associations étudiantes au Ghana et au Bénin relayèrent les fragments du discours présidentiel, y voyant un modèle d'indépendance intellectuelle. Une radio communautaire diffusa en direct une lecture commentée du préambule du dossier, comme un acte d'éducation civique. Ceux qui doutaient du réalisme de Traoré découvrirent alors sa véritable stratégie, non pas conquérir, mais contaminer, transformer une cause isolée en réflexe collectif. Dans cette logique,
Chaque citoyen informé devenait un juré potentiel, et quand la conscience se propage, elle change la scène du pouvoir. Tout commença par une nuit sans lune à Ouagadougou. À 22 heures, les couloirs du ministère étaient encore éclairés. Des assistants transportaient des liasses de documents estampillés confidentiels. Le déclencheur fut un message codé en provenance de Caracas. Les unités de défense vénézuéliennes confirmaient la présence de navires américains opérant à moins de 60 km des côtes. Les données GPS, croisées avec des images satellites fournies par l'AES, confirmaient un schéma inquiétant. Un exercice militaire camouflé en opération logistique. Ibrahim Traoré ne réagit pas dans l'instant. Il laissa passer quelques heures, puis convoqua son War Cabinet dans une salle sans emblème ni caméra. Là, il posa les bases de ce qui deviendrait un tournant diplomatique. Nous ne riposterons pas par la force, nous répondrons par la loi. Ces mots, rapportés plus tard par un juriste argentin, marquèrent la première pierre de la riposte. Le point culminant arriva 5 jours plus tard. Le groupe d'experts, composé de juristes africains et latino-américains, transmit à la présidence un rapport de 62 pages, preuves, annexes, traductions et signatures authentifiées. À minuit, Traoré signa le document final, ajoutant de sa main une phrase devenue emblématique. Que ce jour soit celui où le monde cesse de feindre. À l'aube, le dossier prenait la route du bureau du procureur de la Cour pénale internationale sous escorte discrète. L'apogée survint 48 heures plus tard, quand la CPI confirma officiellement la réception de la plainte. Les chaînes internationales interrompirent leur programme. Les rédactions occidentales parlaient de « actes sans précédent ». En Afrique de l'Ouest, les radios communautaires retransmettaient la nouvelle en direct, accompagnée d'hymnes et de prières. L'inimaginable venait de se produire. Un État du Sahel avait juridiquement interpellé un président américain en exercice. La résonance fut immédiate. À Washington, le ton se fit méprisant, puis inquiet. À Paris, les diplomates prirent note, sans commentaire. Dans les rues de Caracas, des milliers de manifestants brandissaient les drapeaux mêlés du Venezuela et du Burkina Faso. Les étudiants d'Abidjan organisaient des débats sur la souveraineté juridique, tandis qu'à Bamako, un professeur d'histoire ouvrait son cours par la citation de Traoré. Ce que l'on croyait être une provocation devint un miroir. En une semaine, le Burkina Faso avait révélé la fragilité du pouvoir par la simple existence du droit. Et tandis que le tumulte médiatique s'amplifiait, Ibrahim Traoré resta silencieux. Aucune interview, aucune déclaration. Pour lui, l'essentiel n'était pas de convaincre, mais d'obliger le monde à relire la hiérarchie du courage. Ce jour-là, la loi parla plus fort que les armes. La force du dossier reposait sur la précision des faits, dès les premières heures. Les juristes burkinabés établirent un baseline clair. Les zones économiques maritimes autour du delta de l'Orénoque, protégées depuis 2004 par un accord tripartite entre Caracas, Paramaribo et Georgetown. Or, selon les relevés satellitaires datés du 17 août 2025, 5 bâtiments américains, identifiés par leurs transpondeurs, USS Harrison, USS Coral, USS Tampa, USS Newport, USS Ashland, avaient franchi cette ligne invisible. La déviation moyenne enregistrée, 102 km au-delà des eaux autorisées. Ce premier écart constituait le delta juridique, un franchissement sans déclaration préalable, en violation de l'article 5 du statut de Rome. Pour les experts, c'était la preuve d'une manœuvre coercitive maquillée en exercice. Ibrahim Traoré exigea alors la vérification croisée, images thermiques, journaux de bord et enregistrements vocaux. 3 voix d'officiers américains furent identifiées. Leurs échanges mentionnaient un nettoyage pré-extraction prévu dans les 48 heures. Le second chiffre, tout aussi éloquent, provenait d'un audit financier. Entre le 12 et le 25 août, 2 sociétés intermédiaires basées au Panama avaient transféré 14 millions USD à un sous-traitant militaire enregistré en Floride. Les notes internes faisaient référence à Didi, App, et à phase logistique préautorisée.
Les juristes conclurent que ces flux confirmaient une coordination anticipée entre entités économiques et structures militaires, une préméditation financière de l'opération. Le troisième élément chiffré concernait la chronologie. Moins de 10 jours après ces transactions, les communications interceptées par le réseau AES mentionnaient l'expression codée ASEP, Some Asset Entry Clearance. Dans le lexique des opérations navales, cela désigne une autorisation de pénétrer dans une zone ciblée avant extraction d'actifs. Ces trois chiffres, 62, quant à 14, 8 et 10, formèrent la matrice probatoire du dossier. Mais au-delà des données, l'équipe de Ouagadougou démontra que ces mouvements n'étaient pas des accidents isolés. Ils s'inscrivaient dans un schéma global de sécurisation des ressources. Après le lithium, l'or, après l'énergie, le contrôle juridique. En alignant les séquences avant Domini. Après. Le Burkina Faso montrait l'évolution d'une présence militaire en stratégie d'appropriation. Lorsque les conclusions furent présentées, même les juristes sceptiques reconnurent sur la cohérence du raisonnement. La preuve, écrivait-on, n'était pas spectaculaire, elle était cumulative. Chaque chiffre, replacé dans le temps, formait un faisceau impossible à nier. Ibrahim Traoré valida personnellement la version finale. Il demanda qu'on traduise le dossier en 5 langues, français, anglais, espagnol, arabe et swahili. Afin que la vérité ne dépende plus de la traduction des puissants. Ce fut l'acte fondateur d'une diplomatie de la transparence. Quand le fichier quitta Ouagadougou pour La Haye, il ne pesait que 38 mégaoctets. Pourtant, ce poids numérique condensait une révolution morale, celle d'un pays qui avait transformé les chiffres en frontières. Les premières critiques internationales ne se firent pas attendre. Un premier argument affirmait que la plainte burkinabé serait symbolique, disaient les chancelleries occidentales. Selon elles, la Cour pénale internationale n'avait pas compétence pour juger un président américain en exercice et encore moins pour instruire une affaire d'agression. L'agression économique. Le raisonnement semblait solide. Les États-Unis n'ayant jamais ratifié le statut de Rome, ils échappaient à sa juridiction directe. Un second argument avançait que l'acte de Ouagadougou risquait d'isoler davantage le Burkina Faso. Certains diplomates africains craignaient qu'un tel geste compromette les aides régionales, les programmes éducatifs et les soutiens logistiques déjà fragiles. Mieux vaut dialoguer que dénoncer, entendait-on dans les couloirs des capitales voisines. Face à ces deux positions, la réponse de l'équipe juridique fut méthodique. D'abord sur la compétence. Les articles 12 et 13 du statut prévoient qu'un État partie peut saisir la Cour lorsqu'un crime commis sur son territoire implique des acteurs extérieurs, même non signataires. En d'autres termes, l'absence de ratification ne constitue pas une immunité. L'argument s'effondrait dès lors que la violation des eaux internationales pouvait être démontrée. Ensuite, sur le risque d'isolement, les juristes burkinabés soutinrent que la dépendance politique naît justement du silence. Que vaut une aide conditionnée au renoncement à la vérité ? Dans un mémo interne révélé plus tard, ils écrivirent « Celui qui se tait pour survivre n'existe déjà plus ». Ce raisonnement renversa le cadre du débat. L'acte de Ibrahim Traoré n'était plus perçu comme un caprice politique, mais comme une réhabilitation du droit international par ceux qui l'avaient longtemps ignoré. Et lorsque la question fut posée à un ancien juge de la CIG, sa réponse résonna dans les amphithéâtres d'Afrique. Le courage n'a pas de clause de compétence. La bascule fut silencieuse. En moins d'une semaine, l'onde de choc juridique s'était muée en onde morale. Tandis que Washington ironisait, les universités d'Afrique et d'Amérique latine s'emparaient du texte. À Dakar, à Quito, à Johannesburg, des étudiants lisaient à voix haute les extraits du préambule, non pour défendre un pays, mais pour comprendre un acte. Car Ibrahim Traoré n'avait pas cherché la provocation, il avait cherché la cohérence. Son pari était que la loi pouvait devenir un langage universel de dignité. Ce milieu du récit révéla une vérité inattendue. Le courage ne s'impose pas, il s'enseigne. Dans les écoles de Ouagadougou,
on débattait désormais du droit international comme d'une matière de fierté nationale. Et pendant que les chancelleries occidentales cherchaient à minimiser l'événement, une génération d'Africains commençait à l'étudier comme un modèle. Le centre du drame n'était plus la Haye, mais la conscience collective, celle d'un continent qui découvrait qu'il pouvait dire non, non, sans menacer, mais en argumentant. Les conséquences s'étendirent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. D'abord, parmi les États, trois nations enclavées, le Niger, le Tchad et la République centrafricaine, adressèrent discrètement des notes à Ouagadougou. Elles demandaient de conseils sur la manière de juridiciser leur propre vulnérabilité. L'idée d'une défense préventive par le droit prenait forme. En quelques semaines, les ministères de la justice de ces pays entamèrent des audits de leurs contrats miniers. Pour la première fois, la souveraineté s'écrivait en clause, non en slogan. Ensuite, du côté diplomatique, la diplomatie. À New York, une coalition de petits États, Timor-Leste, Bolivie, Laos, Tanzanie, demanda une session extraordinaire au sein d'un sous-comité des Nations Unies sur la militarisation des ressources. La requête fut jugée symbolique, mais elle marqua un tournant. L'affaire Ibrahim Traoré devenait un précédent de travail. Dans les couloirs de la Haye, certains procureurs commencèrent à évoquer la possibilité d'un principe de vigilance sud-sud, puis, au sein des citoyens, les citoyens. Dans les villages du Burkina Faso, les radios communautaires traduisirent le texte de la plainte dans 5 langues nationales. Les enseignants expliquaient aux élèves comment la loi pouvait protéger un champ, une mine, un fleuve. À Bobo Dioulasso, des jeunes créèrent un club du droit populaire pour vulgariser la procédure de la CPI. En Amérique latine, des mineurs boliviens envoyèrent une lettre de solidarité à Ouagadougou, signée de leurs empreintes digitales. Nous avons ta voix. Enfin, sur le plan symbolique, la portée symbolique. Dans les capitales occidentales, les chancelleries passèrent du dédain à la gêne. Des think tanks publièrent des notes d'analyse sur le précédent burkinabé. À Berlin, un colloque intitulé Justice postcoloniale au XXIe siècle plaça le dossier au centre du débat. En Afrique du Sud, des artistes peignirent des fresques où la balance du droit se dressait au-dessus d'un désert rouge. La nouvelle n'était plus politique, elle était culturelle. Et pendant que les projecteurs se multipliaient, Ibrahim Traoré resta fidèle à son mutisme stratégique. Il visita une école, inaugura un hôpital et refusa toujours les plateaux télévisés. Pour lui, la victoire n'était pas de faire trembler les puissants, mais d'apprendre aux faibles à lire la loi. La plainte était devenue un miroir. Et dans ce reflet, le monde découvrit enfin que le courage pouvait être écrit à l'encre noire d'un dossier judiciaire. La procédure suit son cours lentement, selon les rythmes habituels de la Cour pénale internationale. Les juges réclament des compléments. Les experts se succèdent. Les États observateurs gardent le silence. Le dossier burkinabé devient un cas d'école, cité dans les colloques, mais peu débattu au Conseil de sécurité. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré maintient sa ligne. Ni escalade, ni recul. Il transforme le procès en plateforme d'éducation civique, fait traduire le statut de Rome dans toutes les langues nationales et fonde l'Institut pour la justice internationale à Bobo Dioulasso. Le droit devient une infrastructure. Sous la pression de la société civile et de plusieurs juristes indépendants, la CPI accepte une évaluation accélérée. Même sans inculpation directe, un avis consultatif est rendu reconnaissant la légitimité du dépôt et son caractère inédit. Le Sud global y voit un signal. Désormais, l'agression économique est un thème recevable au débat international. Des coalitions de jeunes juristes se créent entre Caracas, Bamako et Buenos Aires. Le droit cesse d'être un instrument d'obéissance pour devenir un instrument d'existence. Les alliances se referment.
Washington intensifie ses pressions économiques, les bailleurs suspendent leurs aides et certaines chancelleries européennes requalifient l'acte burkinabé en provocation idéologique. L'opinion mondiale se lasse, l'attention médiatique s'érode et la fatigue morale gagne le Sud. Pourtant, même dans cette hypothèse, le geste reste irréversible. Il aura inscrit dans la mémoire collective qu'un petit État peut parler la langue de la loi face à un empire. Plutôt que d'attendre une issue binaire, victoire ou échec, Traoré invite à penser en horizon de conséquences. Ce qui compte n'est pas le verdict, mais le précédent. Un mot dans un traité peut parfois peser plus qu'un discours à l'ONU. Dans chaque histoire de pouvoir, il y a un moment où les citoyens cessent d'être spectateurs. Le geste de Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié une hiérarchie diplomatique, il a déplacé le centre du regard. Désormais, la justice internationale n'était plus perçue comme un outil réservé aux puissants, mais comme une possibilité à portée de voix. Dans les villages du Sahel, des instituteurs utilisent le dossier de La Haye pour enseigner la logique du droit. Cause, preuve, conséquence. Les enfants apprennent que défendre son champ ou son puits peut commencer par une phrase bien écrite. À Caracas, des pêcheurs organisent des veillées où l'on lit les extraits de la plainte. Au Cap-Vert, un groupe de juristes bénévoles traduit les résumés pour les radios communautaires. Ce qui unit ces gestes minuscules, c'est la redécouverte du lien entre vérité et responsabilité. Quand un citoyen comprend la portée d'un article de loi, il cesse d'être soumis, il devient partie prenante. Chacun peut agir en lisant, en expliquant, en refusant le mensonge du « oui ». Trop petit pour compter, car la souveraineté ne se décrète pas. Elle se pratique, phrase après phrase, par ceux qui osent qu'à comprendre. Et peut-être que la véritable révolution n'est pas d'avoir parlé au monde, mais de l'avoir obligé à écouter. À ce stade, le défi n'est plus seulement juridique, il devient structurel. Ibrahim Traoré sait que pour transformer un acte isolé en héritage durable, il faut bâtir une méthode. Dans une note interne adressée à son cabinet, il trace une feuille de route en 5 axes, simple mais ambitieuse. Lorsqu'il présente cette vision à ses conseillers, Ibrahim Traoré résume « Nous ne cherchons pas des alliés, mais des méthodes ». Ainsi, le Burkina Faso transforme la résistance en pédagogie et la pédagogie en stratégie d'avenir. Ce n'est plus la plainte qui écrit l'histoire, c'est la préparation minutieuse de ce qui viendra après. Dans la salle où tout avait commencé, celle du ministère de la Justice, étroite et nue, les mêmes comme un bureau demeurent. Les cartes maritimes sont toujours punaisées au mur, les dossiers annotés d'encre brune. Rien n'a vraiment changé, sinon le poids du silence. C'est ici qu'Ibrahim Traoré revient parfois, sans protocole, pour feuilleter les premières pages du dossier. Il ne regarde pas le passé comme une gloire, mais comme un rappel. Un acte de lucidité peut devenir un repère collectif. Dans le couloir, une inscription tracée à la craie par un jeune juriste n'a jamais été effacée. Le droit est une arme, mais il ne tue personne. Cette phrase, reprise dans les écoles, condense le souffle d'une révolution calme. Le monde retiendra peu de chiffres, encore moins de discours, mais se souviendra d'un geste. Un homme qui refusa de crier pour être entendu. La dignité ne se négocie pas. Elle se prononce. Ce n'est pas une fin, mais une ouverture. L'histoire d'Ibrahim Traoré rappelle que le courage n'a pas besoin de drapeau ni de slogan. Il suffit parfois d'un document signé avec calme pour déplacer la balance du monde. Dans un siècle saturé de discours, son silence résonne comme une méthode, et si chacun, à son échelle, reprenait cette discipline du vrai. Dans une époque où les frontières se redessinent sans bruit, nous pouvons tous, citoyens ou lecteurs, pratiquer la vigilance, lire avant de croire, questionner avant d'obéir, nommer avant de plier, car la lucidité est une forme d'action et la compréhension une forme de résistance. Le Burkina Faso n'a pas crié, il a écrit. Et par cette écriture, il a ouvert une voie que d'autres pourront suivre, celle où la parole ne cherche pas la victoire, mais la vérité. Quand la vérité circule, même le silence devient politique.